Donc moi je suis Valérie Jousseau, je suis géographe. En fait je suis maître de conférence à l'université de Nantes. Et moi je suis une géographe, je me présente comme telle, même si c'est pas toujours facile, ruraliste. Je suis d'origine rurale mais très proche de la région nantaise. Et j'ai fait des études en géo et puis de fil en aiguille j'ai travaillé sur des questions rurales mais non agricoles. C'est-à-dire je suis partie à bosser sur la question des bourgs, des petites villes, en lien avec l'intercommunalité, enfin a priori pas des choses qui avaient rapport avec la ruralité en tant que telle. Voilà. Donc moi mon truc c'est les bourgs et les petites villes et tout ça, mais j'ai toujours été passionnée par la diversité des sociétés rurales et moi j'adore observer comment les humains se sont adaptés à leur environnement. Bah, je pense que c'est presque du ressort, c'est presque mon expérience personnelle, je pense. Hein. Moi, après, je raconte peut-être un petit peu ma vie, mais moi, j'étais. Tu couperas si tu trouves que c'est non, pas. ouais, ouais. En fait, moi, j'étais. C'est très bizarre, mais je sais pas, mon explication, moi, c'est je suis née au bord de la Loire, dans le lit majeur de la Loire. Donc, c'était un sol très sablonneux. Et du côté de mon père n'était pas dans l'agriculture, mais du côté de mon père, c'était des maraîchers. Et donc j'ai passé mon enfance avec mes grands-parents, mon oncle et ma tante, tout ça qui était maraîcher, avec une vie très rurale au sens traditionnel, très communautaire, familiale. Et puis ma mère, elle n'était pas de très loin, à 20 km de là, sur un plateau. Ambiance complètement différente, c'est les Mauges, c'est le Choletais, c'est l'industrie à la campagne, c'est des gens hyper laborieux, assez sévères, de l'élevage. Et d'un côté, j'avais les pieds dans le sable, les maraîchers qui gagnaient de l'argent assez bien, de l'argent liquide, enfin qui avaient de l'argent monétaire un peu tout le temps, qui claquaient un peu leur argent, qui étaient très modernes. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, une vie paysanne vraiment plus austère, où les gens se sont accrochés pour vivre et travailler au pays, avec l'usine, où ils faisaient des fringues, des chaussures, tout ça, avant que ça parte en Chine. Donc il y avait déjà ces deux ambiances-là. Et alors pour ajouter le tout, c'est que moi dans mon enfance, ça a été le mouvement périurbain. Et donc on a vu, enfin moi j'ai observé mais dès presque ma petite adolescence, des lotissements se faire, la société locale se métisser, on va dire, avec des gens qui ne sont pas des grands étrangers, qui viennent de bien loin, mais enfin, une espèce de... Et puis cet effacement en fait d'une société paysanne un peu traditionnelle, rurale, quoi. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai un attrait pour toute cette histoire, cette diversité et de la transformation et de l'urbanisation aussi des campagnes. Alors moi je peux, enfin pour moi comment la transition, comment je vois ça, moi ma mission, enfin je sais pas si c'est ma mission, en tout cas là où finalement j'ai l'impression que j'ai des compétences, c'est qu'en fait le monde universitaire c'est un monde très citadin en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont regardées avec un angle de vue depuis la ville. Et en substance, en tant que géographe, grosso modo, tu as la ville qui serait le centre, là où tout se passe, là où tout le monde voudrait vivre, enfin the place to be. Et puis après, ils regardent au loin, et puis au loin, ils se disent, les pauvres, ils ont rien, enfin, voilà, ils n'ont pas le tram, je sais pas, ils n'ont pas la... Donc, tu vois, cette espèce de logique, tu as le centre et puis la périphérie lointaine. Bon. Et souvent, qui fait des discours un peu, ça génère en fait, quand même, quand tu as des universitaires ou des mecs de l'INSEE qui arrivent dans le monde rural, c'est un peu, bon, voilà, un peu les lointains, les périphériques. Et du coup, moi, je pense que comme moi, je suis plutôt de ces environnements ruraux, je vais avoir une façon d'observer ce qui se passe avec un angle de vue qui n'est pas centré sur la ville. Et ben, ça passe bien. Et en particulier, forcément, ça passe bien dans les espaces périurbains, dans les espaces ruraux. Et petit à petit, je me suis retrouvée à une conférence en entraînant une autre, voilà, à aller porter un peu l'explication, un récit pour les campagnes de ce qu'était la transition et comment elle avait, cette campagne, tout intérêt en fait à adhérer à la transition, à la comprendre et à adhérer à la transition.
Alors, moi, je pense que ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la transition qu'on vit en ce moment, c'est pas la première. En fait, une transition, c'est le passage d'un état à un autre. Bon, si on regarde notre façon d'être au monde, en fait, dans l'histoire de l'humanité, ça se matérialise, il y a 4 grandes ères, enfin 3, avec une qui est en train d'émerger. L'ère des chasseurs-cueilleurs, où on va vivre de façon dispersée, ultra dispersée, très 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 peu dense, en petits groupes familiaux pour se nourrir de prédation sur l'environnement. Il y a une première révolution, la révolution du néolithique, hein, l'invention de l'agriculture, donc la domestication des plantes et des animaux. Donc là, on va passer à la phase paysanne. Bon, tout le monde n'est pas paysan, on s'entend, hein. Il y a bien sûr des aristocrates, il y a des artisans, mais on va dire, pour l'essentiel, on est dans une société paysanne qui va durer 10 000 ans. Et puis ensuite, avec la révolution industrielle, là, on va... Alors, pendant qu'on était des paysans, on vivait de façon dispersée dans l'espace pour produire de la nourriture. C'est ce qui va faire le fondement du peuplement, par exemple, de toute l'Europe occidentale, dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et avec la révolution industrielle, on va vivre groupés dans les villes pour produire des biens matériels. Aujourd'hui, on va évoluer vers une société de la connaissance. Et là, moi, je pense en tant que géographe qu'on va vers une société dispersée. Et là, c'est là où c'est une révolution dans l'histoire humaine, c'est qu'a priori, cette dispersion de l'habitat ne se fera pas sur une base productive. On va, tu vois, on était dispersés pour produire de la nourriture, groupés pour produire des biens. Demain, on sera sans doute dispersés dans une logique résidentielle, pour habiter. Donc tu étais en train de nous dire un peu que c'était mieux avant ou pas du tout? Non, c'est pas ça. Non, je suis pas du tout nostalgique. Non. C'est d'ailleurs une des critiques souvent quand on se présente comme ruraliste. Voilà. Ouais, parce qu'il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre. Quand on est un ruraliste, on a 2 problèmes. Premièrement, on est des nostalgiques. Parce que si on était, enfin, je veux dire autrement, il faut être dans la pensée moderne. Donc si tu dis, moi je suis ruraliste, on te dit, tu es dans la nostalgie. Et on te soupçonne de pétainisme, hein, il faut le dire, puisqu'on a rejeté sur le plouc, on en parlera tout à l'heure du plouc, c'est le pétainisme. Et la deuxième chose, c'est que les ruraux ont été des dominés. Et un dominé n'a jamais le droit de se définir par lui-même. C'est toujours l'autre qui dit ce qu'il est et ce qu'il a à être. Et donc, quelqu'un qui est rural et qui se définit comme rural et qui soutient, qui veut définir ce que c'est que la ruralité, déjà, c'est un peu louche. Donc, c'est assez difficile dans les milieux universitaires et les milieux de pouvoir hein, de se défendre comme ça. Alors, je reviens à mes aires là. Oui. À chaque fois qu'on sort d'une ère pour entrer dans une autre, il y a une transition. Et une transition, c'est forcément l'effondrement de ce qui fait le cœur de la période antérieure et la naissance d'autres choses. Donc les campagnes, par exemple, avec la révolution industrielle, elles ont connu un grand effondrement. Un effondrement démographique par l'exode rural, mais aussi un effondrement anthropologique. C'est-à-dire tout ce qu'elles étaient, des sociétés enracinées, des sociétés d'interconnaissance, des sociétés de communautés familiales, communautés paroissiales, des sociétés de commun aussi, enfin avec la communauté. Tout ça, ça s'est effondré en fait. Il y a un super bouquin qui parle de ça, qui s'appelle Bon, bref, le sacrifice paysan, une catastrophe anthropologique et sociale. Et donc, pour passer d'une phase à l'autre, il y a un récit. On se raconte une histoire collective qu'on va partager. Donc, pour passer de l'ère paysanne à l'ère industrielle, il y a ce que moi j'appelle le récit de la modernité. Donc, c'est une histoire collective qui dit on va atteindre le bonheur par le progrès matériel. Le progrès matériel va nous conduire au bonheur, à tel point que ce processus, le développement, est devenu le but. Hein, le but, c'était le développement, mais le développement, en réalité, c'est un processus, on ne peut pas... Bref. Donc, c'était... et tout... quantifier. Ouais, et puis c'est surtout qu'on ne peut pas passer sa vie à se développer. Tu vois. Donc, le but, c'est bien le bonheur humain, mais c'était par un progrès matériel. Ce récit de la modernité, il a été partagé avec, on va dire, les 30 Glorieuses, l'économie keynésienne. Avant, les paysans, ils ont beaucoup résisté parce qu'ils préféraient, en tout cas dans l'ouest de la France, vivre et travailler au pays, plutôt que de se prolétariser dans un salariat urbain d'ouvriers ou de domestiques. Bon, ils ont résisté à pas mal. Mais avec l'économie keynésienne qui a partagé les richesses, du coup, cet idéal moderne, ce récit,
qu'on va avoir le progrès matériel, eh ben, il est paru carrément crédible. Et donc il s'est répandu et tout le monde y a cru. Est-ce que tu peux juste comme ça expliquer l'économie keynésienne en 2 mots Alors l'économie keynésienne, en fait, il y a eu une phase, économiquement, il y a une phase libérale où on va avoir jusqu'à la crise de 29. Et avec la crise de 29 et ensuite la guerre mondiale qui va faire table rase des pouvoirs, qui va repositionner les pouvoirs en 1945, on va avoir la mise en place d'une économie qui va forcer le capital en fait, à mieux partager le revenu vers les travailleurs. Et donc l'économie keynésienne, c'est grosso modo de la crise de 29 aux années 75-80. Et ça correspond à un moment où on va avoir la richesse va être partagée vers les travailleurs. Bon, avant de revenir dans une économie dite néolibérale, depuis les années 75-80, où là, l'argent va moins au salaire et plus aux actionnaires. Ça, Alors ça, c'était le récit de la modernité. Aujourd'hui, le problème qui manque, et qui manque notamment dans les campagnes, mais qui manque je pense généralement, c'est qu'est-ce qu'on se raconte collectivement pour passer de notre société moderne à la société de la connaissance, à la société qui vient. Et là, en fait, pour moi, mais ça c'est mes interprétations, moi, de géographe universitaire, hein, pour moi, en ce moment, il y a 2 récits. Il y a 2 récits qui sont totalement contradictoires, qui ne sont pas compatibles et qu'il va falloir choisir. Tu as le premier récit, c'est ce que j'appelle moi le récit hyper moderne. Grosso modo, pour aller vers l'économie de la connaissance, on continue dans le progrès matériel, mais encore plus haut, encore plus fort, encore plus puissant, donc plus d'argent, plus beau, enfin tu vois, et on va vers un peu ça peut aller vers des délires de consommation, tu vois, des consommations totalement aberrantes. Ça peut aller vers le transhumanisme, tu vois, le corps, tu vois, voilà. Puis la performance qui s'inscrit dans le corps, qui s'inscrit. Donc, il n'y a pas de limite. Le problème de ce récit hyper moderne, c'est qu'il a 2 gros problèmes. C'est que, premièrement, puisque maintenant on est dans une économie néolibérale, les catégories sociales des travailleurs, on va dire, s'appauvrissent. Donc, ce modèle-là ne leur est pas du tout accessible. Et puis la deuxième question qui est plutôt tue par le récit hyper moderne, c'est que quand bien même on en aurait les moyens à financer, je veux dire, écologiquement, il y a un gros problème, c'est les limites de la planète. C'est-à-dire que pour développer ce mode de vie hyper moderne, prendre l'avion, faire le tour du monde, enfin, bon, bref, combien d'humains sur la Terre peuvent vivre comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc ça, c'est le récit hyper moderne. Et puis apparaît à côté le récit de la transition en disant, bon, écologiquement c'est plus possible, donc transition de la société vers une économie durable, socialement c'est plus possible, donc transition sociétale, transition économique vers cette nouvelle économie de la connaissance ne rentre pas dans les logiques marchandes, donc est-ce qu'on va vers peut-être le revenu universel, vers la gratuité, vers autre chose, complètement autre chose. Ça c'est le récit de la transition. Moi, ce que je vois, c'est que la modernité, que ce soit l'hypermoderne, voilà, c'est elle qui domine. D'accord ? Pour le moment, c'est le récit les tenants du pouvoir essaient de nous vendre le récit hypermoderne. Ils refusent le récit de la transition parce qu'ils ne veulent pas aller vers ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont disparaître, ils vont s'effondrer dans le truc. Et donc, cette modernité, elle invente des épouvantails médiatiques. Et pour moi, je dirais que du plouc aux zadistes, c'est un peu le même combat, quoi. En fait, pour passer de la société paysanne à la société moderne a inventé un épouvantail médiatique pour dévaloriser l'ère paysanne, c'est le plouc. Bon, c'était des gens un peu idiots, c'était presque génétiquement idiots, inaptes à la modernité, inaptes à la raison, tu vois, c'était des fanatiques religieux. Enfin, en fait, ils étaient inaptes à l'esprit des Lumières, inaptes à l'innovation et tout ça. Tu vois, ils sont un peu bêtes. Aujourd'hui, cette modernité, elle a plus peur du plouc, hein, puisqu'il a été un peu absorbé dans le truc, mais elle a des néos. Hein, parce que pour moi, la transition, j'ai oublié de le dire, hein, la transition, c'est une critique de l'ère moderne
on va garder ce qui était bien, l'individualisation, l'amélioration de la condition des femmes et des enfants, enfin des plus faibles, l'amélioration du droit, enfin il y a une qualité de vie, on va pas revenir là-dessus. Après, tu sais, je pense souvent on voit que ce qu'on veut voir. Tu vois, par exemple, regarde, la société moderne, elle nous a pondu un peu le darwinisme en disant ouais, c'est la compétition sauvage dans la nature. Et au fond, voilà. Aujourd'hui, on est en train de découvrir que la nature coopère. Donc, bien sûr, dans le plouc, on va dire ah, les femmes, elles n'étaient pas bien traitées, tu vois, ou je sais pas trop quoi. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on voulait bien y voir, hein? Parce que finalement, quand tu regardes les sociétés pré-industrielles, je dis pas que c'était le royaume idéal pour les femmes non plus, hein, mais des fois je me dis qu'on veut bien voir ce qu'on veut, hein. Donc à voir. Peut-être que tu vas voir, il va y avoir dans le futur de l'histoire, une façon de faire l'histoire qui va complètement rénover le truc et puis qui va dire qu'il y avait peut-être des qualités inclusives sur les simplets du village, ou tu vois, enfin bref. Moi je pense qu'il y a une bataille médiatique. Donc je te disais que l'épouvantail médiatique de la modernité pour abandonner l'époque paysanne, c'était le plouc. La bataille médiatique en ce moment de la modernité pour éviter la réappropriation de cet héritage paysan d'autonomie alimentaire, autonomie énergétique, la communauté, etc. On voit bien que ces mouvements néo-paysans qui sont en train de se réapproprier les héritages du passé. Alors, dans les campagnes de France, de l'Ouest, c'est vraiment l'héritage paysan des sociétés paysannes. Après, les mouvements, ça peut être des réappropriations dans des régions du monde qui n'ont pas connu l'agriculture, des populations natives qui peuvent être des chasseurs-cueilleurs. Donc il y a des réappropriations de sociétés pré-industrielles, pré-capitalistes et tout ça. Et l'épouvantail médiatique qu'invente la modernité aujourd'hui, c'est le zadiste. En fait, pour faire peur à cette majorité qui ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Donc aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a Idriss Aberkane qui dit que toute innovation passe par 3 stades. C'est débile, enfin ça n'a aucun sens, c'est dangereux et c'est évident. Donc je dirais que des paysans qui ont voulu résister dans les années 60, genre Pierre Rabhi, c'était un peu des ploucs récalcitrants. Voilà, bon, eux c'était ridicule, ils étaient dans la catégorie du ridicule. Je trouve que ce qui est positif avec le zadiste, c'est qu'on est dans la phase 2, c'est-à-dire c'est dangereux. Ces mecs-là sont des dangereux. Donc ça veut dire que ça avance et que donc la majorité commence à dire... parce que si pour tout le monde c'était encore des débiles, ça les inquiéterait pas médiatiquement. Donc je pense que les choses évoluent, ça va évoluer. Mais du coup, j'en reviens un peu à ma petite mission que je m'attribue, c'est que moi, j'essaie, en tout cas, auprès des élus ruraux aujourd'hui, qui sont... alors les élus ruraux, grosso modo, leur profil, hein, ce sont des hommes qui ont 60-70 ans. Bon, c'est pas parce qu'ils occupent toute la place, hein, c'est parce que les actifs, voilà, ils veulent pas être dans les conseils municipaux parce que c'est super lourd, voilà. Donc les conseils municipaux, ce sont beaucoup des retraités. Des retraités qui sont nés à peu près à la guerre, voilà. Donc ils sont nés, eux, dans la modernité. Et donc ils ont passé leur vie dans ce qu'on pourrait appeler le champ de l'imaginaire de la modernité. C'est-à-dire le progrès matériel va nous emmener au bonheur. Et eux, ils sont vraiment dans cette espèce de trajectoire que le progrès matériel serait en permanence ascendant et que tout irait bien comme ça. Alors ça, c'est la première chose qu'ils ont, le champ de l'imaginaire de la modernité qu'il persiste. Et la deuxième chose qu'ils ont, ces ruraux, c'est qu'ils sont la génération qui a rompu avec l'héritage paysan. Parce qu'évidemment, ils sont nés en 45, mettons, voilà, dans les années 60, ils avaient 20 ans. Et typiquement, eux, c'était les 30 glorieuses. Et typiquement, ce sont eux qui, plutôt que de reprendre la ferme familiale, d'ailleurs les parents ont dit ok, sont partis bosser à l'usine, sont partis ailleurs. Et puis même ceux qui sont restés à la ferme, c'est eux qui ont acheté les tracteurs, ont pété toutes les haies, ont drainé, se sont mis aux produits chimiques et compagnie. On va bien être d'accord que bon, ils sont laissés embarquer dans un système. Complètement. Voilà, sans en connaître les conséquences vraiment. Complètement, c'est ça. Mais eux, ils ont, comme tout le monde, hein, mais ils ont adhéré en fait au récit de la modernité. Ils ont adhéré. Et a priori, enfin au début, après tout, ça avait l'air de marcher. Bon, très bien.
Mais le problème aujourd'hui de ces élus, c'est que du coup, ils se retrouvent dans quelque chose qui peut être très douloureux. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça fonctionne bien, que ce soit moi qui le dise. Parce que moi, je suis une fille de la campagne, on va dire. Et j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que je connais très bien ces gens et je sais très bien ce que ça a pu être en fait le rêve des années 70 et tout ça. Et du coup, j'essaie simplement de leur raconter ce que je raconte. Voilà notre histoire. On va se re-raconter collectivement notre histoire. Et on va accepter que peut-être il y a des mouvements de balancier à rectifier et que les choix que vous avez faits, ils étaient très bien pour l'époque. Et c'est ça qui est important de dire. Moi, j'essaie d'avoir un discours vraiment très inclusif parce que je pense que pour faire transition, il va falloir inclure les agriculteurs notamment et les agriculteurs productivistes. Moi, je pense qu'en fait, le récit hyper moderne, il paraît tellement aberrant à une grande quantité de gens que la plupart des gens commencent à se dire que même en leur agitant l'épouvantail du zadiste, ils commencent à se dire mais ces mecs-là, ils ont raison. Y compris, tu vois, dans les campagnes et tout ça. Et donc, moi, l'idée, c'est de vraiment partager ce récit de la transition de façon très inclusive et pour dire à ces élus, en fait, vos petits-enfants, ils sont en train de se réapproprier l'héritage des arrière-grands-parents. Mais laissez-les faire quoi. C'est bien. Parce que par exemple, les élus ruraux, des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, ils ont du mal à comprendre la micro-ferme parce qu'ils se disent mais 1 hectare, 2 hectares, mais c'est ce qu'on avait, mais on vivait pas là-dessus. On était pauvres. De la même façon, des trucs qui les font bondir, les toilettes sèches, quoi. Ils se disent, on s'est battu pour plus avoir les chiottes au fond du jardin. C'était un signe de... Et ils étaient traités de ploucs pour ça, tu vois. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de, comment dire, de la blessure profonde, tu vois. Alors après, moi, je suis pas psychologue, tu vois. Hein, mais comment, en fait, des gens qui ont finalement eu cette blessure d'être les ploucs, ou les fils des ploucs, comment ils ont la blessure aussi d'avoir, parce qu'ils s'en rendent compte quand même qu'ils ont détruit le paysage, qu'ils ont pollué, que voilà, il y a des choix qu'ils ont faits, que bon, tu vois, ils ont un peu un doute quand même. Et moi, j'essaie en fait, de leur faire partager la transition, de leur dire ok. Et justement, si tu leur présentes en disant mais vous savez que c'est une réappropriation de notre héritage, alors laissez-les faire. Et le fait de le dire comme ça, c'est beaucoup moins, ça leur paraît beaucoup plus positif et pour eux il y a quelque chose de beaucoup moins violent que d'avoir des jeunes gars, des jeunes filles qui arrivent en disant mais les gars vous savez pas comment faire, on va vous expliquer comment on va vous expliquer comment on fait de l'agriculture. Ils sont en train de faire le bilan critique de la modernité, qui, ils l'acceptent même, n'est pas... voilà, il y a à redire, tu vois. C'est pas l'idéal, forcément, le bonheur qui avait été promis. Et puis, c'est de dire, voilà, ils sont en train de se réapproprier un héritage, votre héritage, celui des grands-parents. C'est pas un retour en arrière. Ils vont pas vous ramener en arrière, ils vont pas vous ramener à la pauvreté, vous ramener à l'image du plouc. Ils sont en train de recycler tout ça dans une perspective totalement contemporaine, avec des apports scientifiques énormes, qui se sont passés depuis l'agriculture de nos ancêtres il y a un siècle. Bon, je veux dire, scientifiquement, c'est autre chose. Donc, mais en recyclant tout ça et en prenant tout ce qui va être cette science nouvelle, eh ben, on va construire une nouvelle société qui va vivre dans les campagnes. Plusieurs cas de figure, on va dire, mais si tu vois la France de l'Ouest, c'est pas pareil que par exemple l'Ardèche, la Drôme. On va dire il y a des régions qui ont été très touchées par l'exode rural parce que ça a été précoce, il n'y avait pas trop de boulot. L'agriculture moderne, on va dire, elle ne s'est pas adaptée à la moyenne montagne. Donc il y a des pans entiers de la moyenne montagne qui ont été abandonnés. C'était des régions qui avaient des fécondités qui étaient un peu faibles. Bon, du coup, elles se sont quand même très vidées. Ce qui fait que dans ces campagnes,
de moyenne montagne du sud de la France. Dès les années 70, il y avait du foncier en fait. Donc dès les années 70, les premiers mouvements néo-ruraux un peu hippies, ils sont plutôt installés là-bas parce qu'il y avait du foncier disponible. L'Ouest, c'est vraiment très différent parce que là, déjà, l'Ouest, c'était des régions très densément peuplées. On avait des fécondités qui se sont maintenues assez tardivement, assez hautes. Et puis, il y avait cette idée de vivre et travailler au pays, enfin bon, bref. Donc, les gens sont vraiment restés sur place. Et donc, l'exode rural, même s'il avait commencé, comme il y avait beaucoup de naissances, bah, ça ne diminuait pas la population. Et la population a diminué, elle est sur 50 ans, entre 1900 et 1950. Donc, peu d'exode rural. Donc des densités rurales qui sont restées, et surtout, ces ruraux qui voulaient vivre et travailler au pays, qui ne voulaient pas lâcher, ils ont lâché avec les 30 Glorieuses. Parce qu'ils sont, avec cette économie keynésienne, tout ça, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas mal. Et du coup, ils ont fait c'est comme s'ils avaient fait une espèce d'assimilation volontaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, les ruraux de l'Ouest se sont mis à la révolution productiviste. Tu vois, le modèle breton, hein, bon. Et puis, ce qui va en parallèle avec cette révolution productiviste agricole, c'est l'industrialisation rurale. Usines à la campagne, Fleury-Michon. Tu vois, donc on va mettre des abattoirs, des machins, ENAF, et puis Fleury-Michon. Mais à côté, ça c'est l'agroalimentaire, énorme déjà. Les brioches, Paquier ou la boulangère, enfin la Micaline, tout ça, ça vient de Vendée par exemple. Mais c'est aussi Leclerc, le Système U, ça vient de l'Ouest. Et ils se sont mis aussi à l'industrie. Et ils se sont mis à faire des chaussures. Je ne sais pas si tu sais, mais autour de Cholet, dans les années 70, 40% de la chaussure de France, c'était là-bas, quoi, tu vois. Catimini, KKS, enfin je dis, il fait des marques, mais enfin vous voyez le genre. Bon, donc ils se sont assimilés quasiment volontairement. Et du coup, tu vois, il y a le problème de comment une fois que tu as fait un choix, comment tu acceptes que peut-être tu es allé trop loin ou. Ils sont rentrés à fond dans la modernité, ils sont sortis de leur état de plouc. Eux, au fond, ils sont contents. Et eux, la transition, tu vois, ils sont pas dans la même nécessité que, par exemple, des campagnes qui ont été vraiment abandonnées. Où là, tout de suite, ils vont dire « Ah, il y a des jeunes qui viennent s'installer, ils veulent bien. » Là, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que moi, je travaille à dire « Non, mais si vous voulez pas, c'est bien beau hein, d'avoir été moderne et tout ça, mais votre territoire, si vous voulez qu'il reste vivant, il faut penser un peu le coup d'après. Et il faudrait quand même pas rester dans le modèle, l'usine, la zone industrielle et ça. » Mais ceci étant dit, donc on n'est pas du tout dans le modèle Ardèche, Drôme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Parce que l'Ouest quand même, et tu le dis de façon très juste, a quand même conservé anthropologiquement en fait quand même un héritage de ces sociétés communautaires. Ça se voit dans les familles. Bon, c'est ce que Emmanuel Todd appelle le catholicisme zombie. C'est-à-dire que ok, on n'est plus à la messe tous les dimanches, mais par contre, forcément, je veux dire, tu as quand même un ou deux millénaires, tu vois, au moins un et demi, quoi, millénaires d'une pensée. Alors forcément, ça forge les gens d'un point de vue anthropologique. Tu vois, la famille, par exemple, on mange quand même beaucoup plus, par exemple, en repas. Et puis même, ça se voit en termes d'aménagement, hein, sur l'intercommunalité. C'est des régions qui sont hyper fortes en intercommunalité et tout ça. Donc, il y a des choses qui peuvent être vraiment utilisées, mais ça ne va pas être tout à fait les mêmes ressorts que d'autres régions de France, tu vois. Mais en contraire, tu peux avoir des trucs super militants, mais si, il y a quand même des gens à faire encore basculer, tu vois. Tu vas avoir des réseaux militants néo-paysans, notamment bretons, etc., qui vont être portés aussi par une réappropriation aussi de la culture bretonne, de la langue et tout ça. Ouais, donc bon, tu vois, c'est différent, mais il y a plein de choses qui se passent. Et moi, je suis vraiment étonnée, hein. Il y a plusieurs choses qui me surprennent. D'abord, des anciens. Malgré tout ce que j'ai raconté, il y a quand même des anciens qui, ça y est, sont rentrés dans le truc. Et puis même des anciens qui partent sur de l'habitat participatif et tout ça. Alors que mais des ruraux, hein, je ne te parle pas de Nantais ou de Rennais qui viendraient s'installer. Voilà. Non, des gens du cru avec des modes très originaux d'habitat participatif. Il y a des communes, Langouette, tu parlais d'une commune aussi très margate, voilà, qui sont assez connues. Moi, ce que je constate aussi, c'est que tu as beaucoup de jeunes entre 25 et 30 ans qui, faisant des études à la fac, choisissent de retourner dans leur coin d'origine. Avec l'idée de... Voilà. Tu as une idée justement de pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est qu'ils veulent baisser les bras et qu'ils se mettent pour des hippies? Ou
c'est qu'il y a autre chose derrière? Après ça, c'est pas, Alors moi je le vois, tu vois, je le vois. Alors dans les étudiants, aujourd'hui, les questions agricoles sont devenues des questions qui passionnent les amphis. Tu vois, je veux dire, il y a 15 ans, tu faisais un cours sur des questions agricoles, c'était tu vois. Aujourd'hui, les questions agricoles dans les amphis, ça fait vachement débat et tout ça. Moi, j'avais remarqué depuis plusieurs années que les étudiants ne voulaient plus aller vivre en région parisienne, que la ville de Nantes commençait à leur paraître grosse, bon, mais ça allait, voilà, mais ça commençait à être un peu gros. Et là, je me demande s'il n'y a pas une partie, pas tous, des étudiants qui, je pense, ont envie de retourner dans leur coin pour faire des trucs. Parce que je pense qu'ils craignent, ils n'ont pas envie de l'aliénation qui est devenu le travail, tu vois. D'accord. C'est ça, puis on le voit sur le terrain, tu vois, moi dans les espaces ruraux, quand j'y vais, ils se lamentent de ne pas trouver, mais d'ailleurs il paraît que c'est dans les villes aussi, dans les grands groupes, ils se lamentent de ne pas trouver de gens qui viennent bosser chez eux, mais des fois je me dis que c'est plutôt un bon signe, en fait, c'est un signe plutôt de santé mentale de la jeunesse, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis, et du coup, moi en tant que géographe, je le vois, il y a une rediffusion de la population dans l'espace. En fait, en France, le moment où on a été le plus groupé dans l'espace, c'est 68. Depuis 68, en fait, d'abord on a appelé ça la périurbanisation, parce que c'était autour des villes. Mais en fait, maintenant, c'est par région. C'est-à-dire qu'en France, grosso modo, tu as tout le quart nord-est qui est répulsif, c'est-à-dire tout le quart industriel. C'est le territoire, on va dire, qui a été le plus affecté par la modernité. Et puis tu as tout le sud et tout l'ouest qui attire. Je pense que ce qui attire dans le sud et l'ouest, c'est vraiment tout ce qui va être non moderne, tu vois. Finalement, ça peut être... Parce que, tu vois, le plus beau village de France, en fait, c'est très marrant. Il y a la mer qui les attire Si, il y a la mer, mais c'est pas que la mer. Moi, je pense que c'est tout ce qui n'est pas moderne. En fait, les gens, ils aiment les endroits qui n'ont pas été atteints par la modernité. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce que tu trouves beau, je suis sûre, c'est là où il n'y a pas de zone industrielle, pas de supermarché, pas de lotissement, tu vois, pas de route, machin. Donc en fait, ce que tu aimes, en fait, c'est ce qui n'a pas été altéré par la modernité. Donc voilà, tu prends les coins les plus paumés. Et puis, alors si en plus tu as la mer, tu vois, voilà. Non, ça rentre dans les critères. Regarde, Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension anthropologique dans l'immigration, c'est-à-dire que tu vas aussi parce que tu t'imagines que les gens du sud-ouest, ils sont sympas. Les gens de l'ouest, ils sont, tu vois, les Bretons, bon, ils sont solidaires. Et ça, ces images-là, c'est ce que Emmanuel Todd appelle les systèmes familiaux, en fait. Et les systèmes familiaux, ils sont nés des sociétés paysannes. Et ces systèmes familiaux, c'est eux qui disent, est-ce que tu tolères l'égalité, l'inégalité, tu vois, comment sont les rapports hommes-femmes, comment sont les rapports entre les frères, les sœurs, tout ça. Et tout ça, en fait, c'est un peu comme le catholicisme zombie, c'est des restes de comportements anthropologiques des sociétés paysannes, tu vois. En fait, moi, dans le mouvement de la transition, je pense que ce qui me paraît important, c'est comment En fait, ce qui est important pour moi, c'est de dire qu'il y a une réappropriation de l'héritage paysan. Parce que sinon, le problème, c'est que tu peux avoir, on va dire, je caricature à mort, mais enfin, bon, je suis un peu dans la figure épouvantail aussi, mais tu vois, c'est un peu le bobo des villes qui déboule à la campagne et puis qui va expliquer aux gens comment on fait de l'agriculture, parce qu'il vient de le découvrir. Et puis aussi le commun, tu vois, la communauté, faire commun. Enfin, tu as l'impression que tu loues une bagnole avec quelqu'un ou tu achètes un truc en commun. C'est une nouveauté, quoi. Alors que dans les campagnes, je veux dire, ça s'appelle une cuma, et puis ça existe depuis des lustres. De la même façon que le compost, tu vois. Moi, je rigole toujours. J'ai reçu une invitation pour aller fêter les 1 an du compost de Paris. Il y a 1 an ou 2, tu vois. Et en tant que rural, tu te dis, mais il y a un truc qui est... Tu vois, c'est cette société un peu hyper moderne qui a l'art de toujours recycler à son avantage. Et donc, on a l'impression qu'ils viennent d'inventer l'agriculture, le compost, les communs, la vie communautaire et tout. Et là, je pense que du coup, là, tu te mets de côté plein de gens. Alors que ces territoires-là, on a besoin, en fait, pour faire la transition. Et moi, je pense qu'il y a aussi, tu vois, on parle beaucoup des fiertés, je sais pas, les Indiens d'Amérique ou quoi. Je pense qu'il y a une fierté rurale à récupérer, quoi, en disant, mais voilà, vous avez apporté un truc à la société qui était énorme, qu'on n'a pas su voir. On vous a dit que vous étiez des ploucs. Mais tu vois, de reconnaître, de dire, ok, on s'est un peu trompé, vous avez des choses à nous apprendre.
Et je trouve que ça serait une voie super pour fédérer massivement, tu vois, des territoires pour le coup, et d'intégrer les agriculteurs et d'intégrer les vieux ruraux, parce que eux, ce sont des gens qui, je pense, en fait, ont souffert aussi de l'effondrement d'avant, de leur monde à eux. Ils en ont souffert et je pense qu'ils pourraient être des agents super actifs de la transition si on savait les inclure, tu vois.